Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Et bonsoir à tous et bienvenue à vous sur Sud Radio. Lundi soir de 19h à 19h30, comme tous les lundis soirs, nous parlons politique avec nos deux invités. Nicolas Corato, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Président fondateur du think tank Place de la République. Nous sommes également en compagnie de Maxime Thiebaud. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. Point d'interrogation, je le précise toujours. C'est publié chez VA Presse. Au programme aujourd'hui et ce soir, dans quelques minutes, nous reviendrons sur cet échange assez improbable entre l'humoriste Jean-Marie Bigard et le ministre de la Santé Olivier Véran. Est-ce que le débat politique va devenir de plus en plus trash ou alors de plus en plus agressif ou alors insultant? On va en parler avec vous deux, mais tout de suite, revenons sur les sénatoriales et la droite qui est increvable. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Nous sommes au sénatorial, on peut revenir aussi sur ce qui s'est passé sur les municipales. Est-ce que la droite est insubmersible malgré Emmanuel Macron? Hier, le groupe Les Républicains au Sénat, qui était déjà majoritaire, a conservé sa majorité. Il l'a même renforcée avec une dizaine de sièges supplémentaires. Résultat victorieux. Pourtant, à chaque fois qu'on entend parler d'Emmanuel Macron et de ses rapports avec la droite, on dit qu'il veut tuer la droite. Pourquoi il n'y arrive pas? Nicolas Corato. Parce que la droite, elle a la peau dure, parce que ça fait des années que les élus de droite sont présents sur le terrain, alors que certains députés, La République En Marche, se posent encore la question d'ouvrir une permanence dans leur circonscription, 2 ans après leurs élections, parce que La République En Marche a échoué aux dernières élections locales, notamment municipales, et puis parce que, à force de taper sur la droite, avec de plus ou moins bons arguments, il est possible que le président de la République opère aussi un regroupement de l'électorat qui fait corps. Et là, ce sont les grands électeurs, mais c'est intéressant. C'est qui les grands électeurs au Sénat? C'est pas maires. Voilà, c'est souvent des petits maires. Majoritairement, ce sont les petits maires. Ces petits maires qui sont devenus les chouchous du gouvernement, les chouchous du Premier ministre Jean Castex, qui a été nommé un peu pour ça, ces petits maires, ils ont voté très majoritairement pour des candidats les Républicains et pas pour des candidats La République En Marche, ce qui prouve aussi l'échec de cette stratégie-là, de la stratégie Castex. Donc c'est un échec assez grave pour Castex, et puis c'est un échec pour Emmanuel Macron, parce que je vous rappelle que quand il est arrivé au pouvoir, on voyait déjà le Sénat basculer En Marche. Oui, c'est vrai, au tout début. Ça remonte à long. Ça faisait partie des plans de campagne. Et là, aujourd'hui, le Sénat, il est plus que jamais à droite. Alors, il y a aussi les socialistes qui ont plutôt maintenu leur score avec un important groupe au Sénat. Mais pourtant, vous le disiez, la droite tient les mairies. Le Parti socialiste tenait énormément d'élus locaux, de collectivités locales. Il y a encore 5 ans, il a quand même largement disparu du paysage, à part justement au Sénat et dans une bonne partie des villes. Le PS, il se maintient au Sénat. Oui. Moi, ce que je note aussi, c'est que le groupe écologiste va exister au Sénat pour la première fois. On aura un groupe c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, mais pour la première fois sous ce quinquennat, il y aura un groupe d'élus écologistes au Sénat. Et ça aussi, c'est pas rien. Bon, alors c'est le Sénat, mais le Sénat, c'est important. C'est le Sénat, c'est un contre-pouvoir important. Et dans une période où vous avez une Assemblée nationale où il y a quand même un groupe de plus de 250 députés de la majorité, c'est important ce qui se passe au Sénat. Le général de Gaulle a toujours eu le Sénat contre lui. C'est ce que rappelle à l'envi d'ailleurs les macronistes depuis hier soir. Maxime Thiebaud. Alors, en fait, hier soir, on a assisté à ce que les municipales allaient nous donner. C'est-à-dire que les élections municipales, ayant laissé la droite localement installée gagner en 2020, il n'y avait pas de raison qu'aux élections sénatoriales, LREM gagne. Moi, ça m'a beaucoup fait sourire cette histoire parce que j'ai été collaborateur parlementaire au Sénat de 2018 à 2019. Et je me souviens des discussions avec les sénateurs qui étaient tous affolés à l'idée que Gérard Larcher allait vivre son dernier mandat, que LREM allait gagner les élections sénatoriales. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus qu'aux élections municipales, il y allait avoir une vague macroniste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les maires qui ont gagné en 2014 ont plutôt été bons. Toute élection confondue, du moins toute couleur politique confondue, les maires ont plutôt été bons. Prime au sortant, en tout cas. Oui, qu'on prenne ceux du Rassemblement National, les Républicains. Enfin, globalement, on a eu des bons maires, dont c'est normal qu'on n'ait pas vu un changement important au niveau du Sénat en 2020, parce que les élections de 2020 nous ont pas donné des grandes surprises. À part les écolos dans les grandes métropoles, on n'a pas vu grand-chose en termes de changement. C'est déjà pas mal, hein. Bordeaux qui passe écolo, c'était un bastion de la droite. Alors moi, ce qui m'a marqué, il y a quand même
un phénomène qui m'a marqué, c'est la victoire du sénateur Ravier, du sénateur. C'était très risqué. C'était le sénateur Rassemblement National dans les Bouches-du-Rhône. Ça m'a particulièrement étonné parce que je pensais vraiment qu'il allait se faire balayer, tout comme François Patria. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que c'est une élection de stratèges et de gentils compromis, de réseau. On appelle ça des magouilles sans y voir de sous-entendus pénaux. Non, mais ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que les sénateurs ont toujours, moi je l'ai vu quand je travaillais au Sénat, c'est-à-dire qu'on rend des services républicains au sens noble du terme. Quand un maire vous appelle, non mais on est obligé de respecter la loi, heureusement, mais quand un maire vous appelle qu'il a un problème juridique, le sénateur va l'aider à régler le problème juridique, il va faire du lien, Et ça, c'est une très belle institution, au sens vraiment noble du terme, pour représenter les collectivités territoriales, pour faire remonter les problèmes de terrain. Et puis un bon sénateur, normalement, il est élu à vie. Enfin, il est tout le temps réélu. Et globalement, c'est ce qu'on a vu hier. Donc, c'est assez intéressant. Un point que je noterais cependant, c'est sur le groupe En Marche. J'étais convaincu qu'ils allaient le perdre. Alors, ils l'ont pas perdu. Ils en ont 9. Oui. Non, ils en ont plus. Ils en ont 9, mais avec les alliances, ils peuvent en avoir un peu plus. Ils devraient se maintenir, tout comme le groupe radical, qui est le groupe le plus ancien de la Ve République, a priori devrait se maintenir. Et peut-être même qu'ils vont s'unir. Vous voyez. Et c'est pour ça qu'ils veulent changer de nom. C'est-à-dire qu'avec seulement 9 sénateurs, il n'y a pas de groupe En Marche, normalement. C'est 10. Donc, ils se maintiennent par des alliances, qui sont habituellement celles du Sénat. Est-ce que, du coup, ça nous amène à cette autre question, Nicolas Corato, c'est que quand on regarde malgré tout les sondages pour la présidentielle, que ce soit nos enquêtes IFOP, pour Paris Match et Sud Radio, il n'y en a pas une seule qui mette n'importe quel candidat de la droite loin devant Emmanuel Macron. En Marche se prend des raclées dans tous nos sondages et dans toutes les élections, sauf les sondages des présidentielles où là En Marche est quand même 15 points devant. Mais parce que En Marche, c'est une aventure personnelle. En Marche, c'est lié à un seul homme. En Marche, c'est un parti dont les initiales renvoient à celles d'un homme, Emmanuel Macron, qui est le seul qui sache faire la différence politiquement et qui, dans sa sphère de jeu, pour l'instant, tient bon. Oui, Emmanuel Macron, aujourd'hui, bénéficie de sondages qui restent, malgré tout, malgré les crises successives, malgré les confusions, malgré les échecs aussi, qui reste, malgré tout, l'un des meilleurs, peut-être le meilleur candidat aujourd'hui qui se présenterait à la présidentielle. Donc, mais Emmanuel Macron, c'est une aventure personnelle. Il est condamné à ne pas avoir de parti qui fonctionne. On a vu la moitié du bureau exécutif claquer la porte il y a une semaine. À ne pas avoir d'élus de terrain ou presque. Mais oui, parce qu'on ne rassemble pas autour d'une personne. On rassemble autour d'idées, on rassemble autour de projets, on rassemble autour d'une cohérence. Les gens qui sont avec Emmanuel Macron ne sont d'accord sur rien entre eux. Vous savez, c'est comme dans un dîner, hein. On vient tous au même dîner parce qu'on est tous copains avec le même type, mais on n'a rien à se dire quand on se retrouve sans lui. C'est ça. Non mais voilà. Ça arrive. Ballon de baudruche. Voilà, mais c'est donc Emmanuel Macron. Ça marche comme homme, ça marche pas comme mouvement. Mais ça, c'était non pas prévisible. On l'avait prévu. Ce qu'on n'avait pas vu, c'était le résultat des législatives. Les législatives, c'est un effet boomerang amplifié de l'élection présidentielle. Et ensuite, le ballon de baudruche se dégonfle. Alors l'inquiétude va venir pour les élections législatives prochaines. C'est-à-dire que le fait majoritaire, c'est on veut donner une majorité au président de la République. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'il puisse mener sa politique. Le problème, c'est qu'on sait qu'Emmanuel Macron n'a aucune politique. Enfin, c'est un ballon de baudruche. Il a une politique, enfin, on la connaît, on en a déjà parlé longuement, mondialiste, libéral et tout ce qui va avec. Le problème, c'est que s'il gagne l'élection en 2022, ce sera à défaut de quelqu'un d'autre. C'est parce qu'on ne voudra pas faire élire la personne qui sera en face de lui. Et je ne suis pas convaincu que les Français, ce coup-là, voudront lui donner une majorité. Et il est fort probable qu'il soit cette fois-ci mis en minorité. Ce serait pas la première fois malgré tout que ça arrive. Pas dans un fait majoritaire, c'est-à-dire pas dans une élection législative qui suit la présidentielle. Et là, ça voudrait casser le système qu'a voulu mettre en place Chirac, où on s'achetait l'Assemblée nationale avec une élection qui était concomitante à l'élection présidentielle. Chirac et Jospin. Oui, finalement, des deux grands partis du système qui se disaient on va se filer le bateau pendant 25 ans, 30, 40 ans, et en moins de 10 ans, ils se sont fait ratiboiser par l'anti-système qui était le produit du système. C'est ça qui est assez marrant dans l'histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on risque très fortement de voir une Assemblée nationale qui ressemble plus ou moins à ce que représente finalement la France, c'est-à-dire des élus locaux qui deviendraient députés parce qu'ils sont implantés et puis que finalement le paysage politique national n'intéresse plus. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit, ça s'appelle le non-cumul des mandats. Oui, mais ils perdront leur mandat de maire, c'est pas très grave, ça ils savent faire. Et
un groupe Front National qui arrive à s'installer à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'on va retrouver un système 4ème République. Et Emmanuel Macron raisonnait en se disant soit je mets une proportionnelle et ensuite je fais des accords de parti, soit je laisse le système tel qu'il est, et puis derrière je laisserai faire des accords de parti qui de toute façon me donneront un ventre mou au milieu qui me laissera faire la politique que je souhaite. Sauf Maxime, que les résultats de l'élection sénatoriale d'hier soir qui confirment, qui confortent Gérard Larcher dans sa position, c'est la fin du rêve des réformes constitutionnelles. C'est-à-dire que la réforme constitutionnelle qui considérerait à introduire la proportionnelle, à moins d'un article 12 de la Constitution, il y a le droit, à réduire le nombre de parlementaires, ou celle que invoque M. Dupond-Moretti sur le secret, etc. Tout ça, l'indépendance du parquet, tout ça, à mon avis, a volé en éclats hier soir. À moins qu'il nous fasse un article 12 de la Constitution à la De Gaulle en disant je me fiche des institutions, je vais voir les Français. Et en violant la Constitution de 1958, comme l'avait fait le général De Gaulle en son temps. Si, clairement, c'est ce qu'avait fait De Gaulle. En tout cas, on en reparlera, parce que les suites de ces élections sénatoriales, effectivement, seront nombreuses et surtout sur le plan constitutionnel, vous avez raison. Nicolas, on va changer de registre, on va parler de la volupté et du calme du Palais du Luxembourg, on va passer de la volupté et du calme du Palais du Luxembourg, à la chaleur bouillonnante de Jean-Marie Bigard et de ses mots d'amour à l'égard de notre ministre de la Santé, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique. Les voix de la politique, comme tous les lundis soirs, nous sommes ce soir avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Maxime Thiebaud, docteur en droit et auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Notre deuxième débat, je le disais justement, la politique va-t-elle devenir de plus en plus trash? On écoute tout de suite ce que l'humoriste Jean-Marie Bigard a enregistré comme message à l'adresse du ministre de la Santé Olivier Véran qui venait d'annoncer la fermeture des bars et des restaurants dans tout Marseille. Olivier Véreux, non mais d'où il sort ce connard? Olivier Véreux, de mes couilles, regarde-moi bien. Tu sais à quoi tu me fais penser, Olivier Véran, Véreux? Tu me fais penser au flic qui a l'avant-bras sur la gorge de George Floyd. C'est-à-dire la France est en train de te dire on étouffe, on va mourir. Et toi, tu continues jusqu'à ce qu'on meure. Français, Françaises, je vous appelle vraiment à la désobéissance à cet ordre de ce connard. À 22h, Olivier Véran, rentre chez toi ou va en prison. Et ferme ta gueule, c'est ce que tu as de mieux à faire. Rhabillé pour l'hiver, le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il a répondu d'ailleurs ce week-end, Olivier Véran, à l'humoriste. Ce sont des journalistes qui lui posaient la question. Et il a répondu, écoutez, qu'il se contrefoutait, je le cite toujours, de l'expression de tel ou tel à son égard. En revanche, il notait une espèce de violence débridée, de violence sociale qui s'exprime sur les réseaux sociaux à visage plus ou moins couvert. Est-ce que vous lisez les choses de la même manière, Nicolas Corato? Oui, c'est un très mauvais sketch. Moi, je ne sais pas si Jean-Marie Bigard en a fait des bons, mais ça, c'est un très mauvais sketch et qui confirme qu'il faut vraiment fermer les bars après 22h. Parce que manifestement, ce monsieur a un problème peut-être avec l'alcool. Alors, ouais. Et j'espère que c'est ça. Parce que si ce monsieur est à jeun, moi, je pense qu'on a un gros souci à se faire. Et je me demande d'ailleurs comment il peut avoir encore la parole ouverte, plus que moi, plus que Maxime, plus que vous. Oui, c'est vous qui êtes en studio, c'est pas lui. Non, mais pourquoi est-ce que ce monsieur parle au nom du peuple français, c'est-à-dire au nom de vous, de moi, de Maxime? Il parle au nom du peuple français parce qu'il a annoncé qu'il voulait se présenter plus tard. Attendez, alors j'annonce que je me présente à la présidentielle et j'ai le droit de parler au nom du peuple français. Faites une vidéo sur les réseaux sociaux qui fera des milliers et des milliers de vues. Et ensuite, on vous invite. La démocratie, c'est pas je m'intronise moi-même représentant du peuple français. C'est je me présente à des élections, peut-être. Ensuite, je suis élu et je peux parler au nom des personnes qui ont voté pour moi ou pas. Là, premier point. Deuxième point, moi, Jean-Marie Bigard, je trouve ça formidable. Je ne l'ai jamais vu dans une manifestation pour aller réclamer avec la même véhémence des ouvertures de lits dans les hôpitaux. Et moi, je trouve formidable qu'un humoriste sorte de sa cachette parce qu'on trouve... On va dire la vérité sur Jean-Marie Bigard, c'est un artiste qui est en chute libre depuis des années, qui essaye de se raccrocher à des branches qui sont des branches plutôt politiques, un peu fétides, et qui vient nous inventer un grand retour. J'ai enfin compris le peuple. En fait, de quoi est-ce qu'on manque aujourd'hui ? On manque de lits dans les hôpitaux. Jean-Marie Bigard, il a une idée sur le financement des hôpitaux. On l'a entendu depuis 20 ans. On l'a vu manifester comme des millions de citoyens contre les budgets d'austérité. D'où il sort, ce Jean-Marie Bigard ? Non, mais moi aussi, je vais lui dire, rentre chez toi.
Enfin, il n'y a pas de... Pardon, mais pourquoi est-ce que Jean-Marie Bigard serait plus compétent que moi, qui ai manifesté pendant 10 ans, pour parler de la situation sanitaire dans ce pays? Et pourquoi est-ce qu'on lui donnerait plus de voix? Et pourquoi est-ce qu'un président de la République, parce que disons les choses, irait jusqu'à l'appeler pour prendre son avis? Il l'avait fait avant. Je pense qu'il avait vu cette vidéo, il ne l'aurait pas fait. Mais dans quelle démocratie on vit? Pardon. Alors que Jean-Marie Bigard, plutôt que de prendre je trouve des engagements un peu étranges, s'engage aux côtés des soignants, regarde ce que c'est qu'un projet de loi de finances qui est présenté en ce moment à l'Assemblée nationale et nous dise exactement quel est son avis sur le financement des hôpitaux et sur le financement de notre système de santé. Ensuite, on parlera de la fermeture des bars. Maxime Thiebaud. Alors, Jean-Marie Bigard, jusqu'à il y a 3-4 semaines, je trouvais son engagement assez fort, assez auprès puissant, des Gilets jaunes. assez pas légitime, mais je me disais tiens, un type qui vient du monde de la comédie, qui essaye, du moins une comédie somme toute vulgaire, mais en tout cas qui essayait d'apporter quelque chose au débat politique. Là, il rentre dans la vulgarité la plus complète. Il est en train de faire du Beppe Grillo, qui ne fonctionne pas. On le rappelle, c'est l'humoriste italien qui a amené la création du mouvement 5 étoiles, qui est aujourd'hui au pouvoir. Qui faisait un rendez-vous sur allez vous faire enculer, il me semble, tous les ans. Il avait organisé un événement qui s'appelait le Vaffanculo Day, donc je le traduis en français. Vu qu'on reste dans le même registre, comme le jour où va te faire enculer en italien. Ça marchait très bien. Le problème avec Bigard, c'est qu'il est tout simplement en train de représenter une violence qui monte sur les réseaux sociaux. Et ça, il l'a bien compris. Je pense que c'est un homme qui est assez intelligent, qui sait très bien les positions politiques qu'il tient. C'est quoi les positions politiques qu'il tient, justement? La vulgarité la plus complète, la violence la plus complète, l'absence de... position politique, le complotisme aussi, Maxime. Oui, bien sûr, le complotisme aussi. C'est-à-dire que, étant donné que vous n'avez plus de civilisation, parce que moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre tous ses repères. Quand on n'a plus de valeur, on n'a plus de civilisation. Quand vous avez plus de repères, il reste la violence verbale, la violence physique, tout type de violence. Aujourd'hui, les gens sont derrière leur téléphone portable, leur ordinateur, et se mettent à crier, à injurier les gens dans tous les sens, à leur dire tous les mots qu'on a entendus, et très bien dit par Bigard, qui a très bien représenté finalement cette violence-là. Et Bigard, il fait quoi? Il fait exactement la même chose. C'est le type qui va bouffer à la closerie des Lilas, parce que c'est quand même ça la réalité, mange dans les grands restos parisiens, qui fait des petits snaps, des petits tweets, etc. Et puis qui là, prend son téléphone, ne connaît rien à la difficulté des affaires et du fonctionnement d'un État, et se permet d'insulter comme ça un ministre de la Santé. Moi, je suis le premier à partir du principe que rien n'a été fait depuis 6 mois, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait un investissement massif à faire pour avoir des lits de réanimation, que rien n'a été fait, que le ministre de la Santé est un incompétent notoire, mais pour autant, je le dirais pas avec une violence telle que celle-ci, et je le dirais dans le respect des valeurs que sont celles de notre République, qui sont celles que je parle à un ministre de l'État français. Là, il est en train de dénaturer complètement. Et je voudrais montrer quand même que finalement, entre la violence verbale et la violence physique, il reste pas grand-chose. Il reste quoi aujourd'hui? Un type totalement fendu, qui écouterait Bigard, qui viendrait de picoler Sainte-Bière et qui sortirait dehors, verrait Véran. Qu'est-ce qu'il ferait à votre avis après avoir entendu un discours aussi violent? Je pense pas qu'il serait très agréable. Et on peut avoir des gens qui pètent des câbles parce qu'il y a des types comme Bigard qui se permettent de parler avec cette manière. Et ce qui est terrible, c'est qu'un type comme Bigard, c'est le pire ennemi du peuple. Parce qu'il faut des gens intelligents. Danton ne s'exprimait pas comme ça. Quand vous regardez les grands révolutionnaires, ils ne parlaient pas avec une telle violence. En revanche, ils avaient tous, il faut aussi le dire, parce qu'on parle de violence, ils ont, quel que soit leur héroïsme ou ce qu'ils ont avaient de la force dans les mots. Et ils avaient tous aussi du sang sur les mains. La puissance des mots, ça n'a rien à voir avec la violence. Mais peu de puissance dans les mots. Bigard, il est en train de dénaturer le combat du peuple. Il a même peur de la violence qu'il génère. On l'a vu lorsqu'il a rejoint le cortège des Gilets jaunes, où il a été victime de cette violence qui n'a plus aucune limite et qui effectivement ne sait plus débattre, mais ne sait plus que taper, frapper, que ce soit verbalement ou physiquement. Donc, il avait dit quelque chose de très intelligent. Il avait dit, faut pas confondre la police avec des nazis. Et moi, j'avais applaudi ce jour-là. J'avais dit, mais c'est vrai, il y en a ras-le-bol d'entendre des gilets jaunes décérébrés comme Philippe Rodriguez, là, etc. Aller dire on rhabille tout le monde pour l'hiver aujourd'hui. Je suis désolé, mais j'en ai ras-le-bol d'entendre des types qui ont un niveau mais inférieur à tout, qui n'ont aucune culture générale, qui ne travaillent pas leur dossier, aller insulter la police de la nation. Et Bigard avait très bien réagi. Et il s'était fait filtrer par ses gardes du corps. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé et que les gilets jaunes d'extrême gauche, antifascistes et autres étaient venus l'insulter parce qu'il avait osé dire que la police de la République, c'était pas des nazis. Donc là, je l'avais applaudi. Mais là, je suis désolé, il déconne complètement. Alors j'espère, et je suis d'accord avec toi, Nicolas, que c'est à cause de l'alcool. En quelques mots, est-ce que c'est révélateur pour vous, Nicolas, une espèce de violence qui monte sur les réseaux sociaux, en tout cas dans les propos? Ce qui est révélateur, c'est ce qu'on en retient. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve, c'est la projection qu'ont fait les réseaux sociaux sur les grands médias. Quel est le filtre et qu'est-ce qu'on choisit?
Moi, sur les réseaux sociaux, je ne vois pas que de la violence, Non. que du débat sans argument. Je vois aussi des choses très intéressantes. Tout à fait. Bizarrement, c'est toujours ça qu'on prend. C'est-à-dire que mais encore une fois, je parle d'emploi. Ce monsieur a changé d'emploi. C'était un humoriste qui marchait de moins en moins. Ça, c'est autre chose. Après, il le reconnaît lui-même, il fait de la politique. Il s'est dit qu'en faisant de la politique, il aurait peut-être un peu plus de succès parce qu'il mais on ne parle pas au nom du peuple. On parle pour le peuple quand on fait de la politique. C'est très différent. Et on peut pas dire il y a des millions de gens qui m'aiment, donc ça m'excuse de ce que je dis, ce qu'il a dit aujourd'hui. Oui. Non, moi aussi, il y a des millions de gens qui m'aiment. Ça me permet pas de dire n'importe quoi à la radio. On essaiera d'en faire partie, promis, Nicolas Corato. Merci à vous d'être intervenu ce soir dans les voix de la politique sur les vraies voix qui font bouger la France sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du think tank Place de la République. Merci Maxime Thiebaud également. Merci Docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle, publié chez VA Presse. La suite à l'écoute de Sud Radio dans les vraies voix qui font bouger la France. Eh bien, parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier, comme tous les soirs à 19h30 sur Sud Radio. À tout de suite.